l'Observatoire existe depuis 2004. 2004. Voilà. Et partenaire du MEDEF depuis 5 ans. Depuis 5 ans, oui, exactement. C'est quoi l'Observatoire? Alors on a une mission, on a affiché ici une mission. Depuis 2004, on a essayé de partir d'une idée simple, qui est que pour faire avancer les choses, il faut montrer ce qui marche. Et donc on s'est fixé comme mission de montrer qu'il y avait en France des PME qui fonctionnaient bien avec des grandes entreprises. Donc pour ce faire, on a d'abord commencé par les détecter. Donc on a fait des recherches pour trouver, on a fait des appels à candidature en fait. Ensuite, on a essayé de déduire des best practices pour que ça puisse se répondre à travers toutes les PME et tous les grands groupes surtout. Et puis on a décidé aussi, au bout d'un certain temps, ou 2-3 ans, de se dire qu'il fallait mesurer si ça avançait bien. Et donc on a une enquête annuelle qu'on appelle un observatoire bien sûr. Et donc on est associé sur cette enquête avec Pierre Audouin Consultant, qui va tout à l'heure vous présenter les résultats de l'enquête de cette année. Donc les best practices, on en a dénombré 14 jusqu'à présent, mais ça va aller en s'accroissant. Et donc je vais demander aux hôtesses de distribuer, je ne sais pas, André, s'il te plaît. On va vous distribuer une petite carte qu'on aimerait bien que vous gardiez dans votre poche et que vous fassiez connaître aussi bien aux PME qu'aux grandes entreprises et qui reprennent les best practices qu'on a déjà détectées. Est-ce qu'il y en a une de ces best practices que vous voudriez que la salle retienne absolument aujourd'hui? Alors je dirais, ma préférée c'est l'acculturation. C'est-à-dire que la culture d'une PME est différente de la culture d'une grande entreprise. Et il est important que les grandes entreprises, les salariés, les membres des grandes entreprises puissent comprendre que notre PME réagit différemment. Et les gens de la PME doivent comprendre qu'une grande entreprise, ce n'est pas forcément des grands méchants, et puis ils n'ont pas la même culture. Donc il faut mélanger les cultures. Je pense que c'est le sujet cette année, intégrer, je pense que c'est le titre du MEDEF aujourd'hui cette année. Donc intégrer les PME et les grandes entreprises. D'accord. Alors justement, on va essayer de voir si les relations évoluent dans le temps. Donc pour ça, Éric Molonier, il est consultant. Bonjour, bien après-midi. Donc je représente Pierre Audouin Consultant et je vais vous présenter les résultats de l'Observatoire de cette année. On en est à la 6e édition annuelle. On utilise pour ce faire cette année 2 types de réseaux. Le réseau des PMI innovantes de l'IE Club et cette année le CIGREF nous a donné ce concours, ce qui nous a permis également de pouvoir sonder également les grands comptes. Et donc sur certains sujets on peut avoir des visions miroirs. Les profils des PME, des PMI innovantes qui participent à l'enquête est à peu près constant année après année. C'est des PMI qui font à peu près moins de 5 millions de chiffres d'affaires, pour qui beaucoup de clients, peu de clients représentent plus de 50% du chiffre d'affaires, et la plupart de ces clients sont des grands comptes. Et autre caractéristique qui souvent d'ailleurs est nommée au propos des PME, c'est le fait qu'elles ont une très faible exposition à l'international. Alors, la grande tendance, c'est une stabilisation du point de vue des PME sur l'état des relations avec les grandes entreprises. Ce qui peut être considéré comme une bonne nouvelle compte tenu, je dirais, des conditions économiques et des politiques de prix d'achat qui peuvent être pratiquées. On voit à peu près qu'une certaine majorité des PME considèrent que les relations se sont stabilisées et une proportion non négligeable pense qu'elles se sont améliorées. Le point principal d'amélioration que notent les PME, c'est les conditions de paiement. Alors c'est peut-être dû aussi au fait qu'une part grandissante des grandes entreprises sont signataires de la charte des relations interentreprises, puisque selon le dernier sondage que PAC a réalisé, près de 40% des plus grands acheteurs IT français sont signataires de cette charte. Parmi les facteurs de dégradation, on note quand même les conditions tarifaires, les politiques de prix, les directions achats mènent leur travail. Sur l'aspect vert à moitié vide, il est quand même important de signaler que les premières années de l'Observatoire, une majorité de PME considérait que les conditions s'amélioraient et elles étaient près de 70%. Donc on voit quand même, je dirais, une situation qui se stabilise. Alors, année olympique oblige, voici un peu les parades et les 3 premières questions concernant la perspective que les PME ont vis-à-vis des grands comptes sur quels sont les degrés de difficulté. Premier degré de difficulté, le cycle de décision, et ce à 2 niveaux. La complexité du cycle de décision, la lenteur, la longueur et le nombre d'interlocuteurs qu'il faut pouvoir couvrir
pour avoir une réponse positive. Les deux autres facteurs sont des facteurs qui sont plus des facteurs défavorables d'une PMI face à un grand fournisseur, qui est d'un côté la réputation et l'image qu'elle a besoin de se créer, et l'autre, le fait que les services juridiques ou les services d'achat ont toujours une question derrière sur la pérennité de la PMI. Donc c'est plus, je dirais, des caractéristiques comparatives par rapport aux grands fournisseurs que par rapport aux grands comptes. Côté positif, les PME sont assez unanimes pour connaître que les grands comptes, c'est quand même l'avenir de leur développement. Parce qu'elles amènent récurrence en termes d'achat, souvent. Et dès que vous avez un grand compte comme expérience et comme référence, vous pouvez plus facilement nouer un dialogue avec d'autres grandes entreprises. Donc le côté référence. Et in fine, quand même, les problèmes traités par les grandes entreprises permettent aux PMI innovantes de développer une expérience positive et qui leur permet de progresser sur leur savoir-faire. Alors, et principale recommandation, excusez-moi, des PMI, c'est le Small Business Act à la française, ce qui est un peu le serpent de mer. Il faut quand même reconnaître que certains aspects du Small Business Act se retrouvent aujourd'hui dans, par exemple, le pacte PME, et que de plus en plus dans le secteur public, des directives sont clairement données concernant les parts d'achat qui doivent être consacrées au PMI. Alors, côté grande entreprise, on trouve un peu l'effet miroir, c'est-à-dire difficulté numéro 1, l'appréciation de la solidité de la PMI. Mais en deuxième critère, et ça c'est assez intéressant, c'est la capacité. Et la capacité de la PME à non seulement concevoir une solution innovante au sein de la grande entreprise, mais de pouvoir la déployer. Et souvent, les grands comptes, c'est vrai, achètent des solutions clés en main. Non seulement ils veulent la solution, mais ils veulent la solution mise en place opérationnellement. Et là, moi, je pense, à titre personnel, et pas qu'on regarde ce sujet de façon assez rapprochée, qu'il pourrait y avoir des partenariats assez intéressants entre des grands fournisseurs qui, reconnaissez-le, n'ont pas nécessairement le niveau d'innovation nécessaire, des PME innovantes qui, elles, l'apportent, et les grands fournisseurs apportant le support et la capacité de déploiement. Et je pense que ce trio, ils retrouveraient leur compte et tout le monde serait gagnant-gagnant dans un montage comme celui-ci. Voilà. Dernier sujet exprimé par les grands comptes comme difficulté, c'est la flexibilité. Et en fait, quand on gratte un peu, la flexibilité, ça veut dire quoi? C'est le reflet que les grands comptes ont souvent du mal à définir et à fixer une ligne stable et pérenne en termes de besoins. Et donc, il y a de toute façon un changement du cadre qui s'opère au cours du contrat. Les grands fournisseurs ont une certaine capacité à être souples face à ces changements de grands comptes. Pour une PME innovante, c'est pas possible. C'est donc, veut dire changement du cadre contractuel et donc là-dedans. Donc ça, c'est ressenti comme une difficulté des grands comptes, qui en fait est un reflet, à mon avis, que les grands comptes ont fixé l'expression des besoins suffisamment en amont et de façon pérenne. La bonne nouvelle, c'est que le mot PME innovante n'est pas un vain mot, c'est que les grands comptes reconnaissent la capacité d'innovation, le plus souvent sur l'innovation de rupture, c'est là qu'elles attendent les PME, que la qualité de livraison est au rendez-vous, et que l'esprit, je dirais, de travail est très coopératif. Et ça, je pense aussi que c'est le fait que la PMI ayant peu de moyens, elle doit travailler de façon très rapprochée avec les grands comptes. Voilà. Recommandation des grands comptes, c'est le problème est un peu chez nous, mais certainement pas chez moi. C'est-à-dire, allez donc convaincre les dirigeants de l'intérêt d'ouvrir le carnet d'achat aux PME, et allez donc discuter avec la direction achat et la direction juridique sur le fait qu'il ne faut pas traiter les PME avec la même grille d'analyse que les grands fournisseurs. Et ce point, je reviens dans la conclusion. Voilà. Conclusion, trois points supplémentaires en conclusion. Pour continuer là-dessus, je pense que les grands comptes ont une difficulté de remise en cause, puisqu'ils considèrent qu'ils ont l'organisation apte, adéquate, pour développer de manière fructueuse des relations avec les PME et PMI innovantes. Et dans le même instant, quand vous leur demandez quelle est la part de marché des PME et PMI innovantes chez les grands comptes, certains vous avouent c'est moins de 5%. Donc, le problème est quand même quelque part. Moi, j'ai eu personnellement l'occasion d'assister à un dialogue assez musclé entre l'ingénieur général des mines, Sartorius, qui a fait un rapport sur les sociétés de conseil en technologie, et des grandes directions d'achat de groupes industriels. Et je peux vous dire qu'on voit bien que les grands comptes essayent de se protéger et de refuser d'entrer en dialogue sur le fait que le critère prix est quand même prédominant,
qu'il y a des politiques d'enchères inversées qui sont très fortes et que pas nécessairement tout est fait pour faciliter l'accès des PME, PMI innovantes. Mais je dirais que le discours est quand même un peu langue de bois. Et donc c'est difficile pour les grands comptes de s'en mettre en cause. De l'autre côté, les PME, PMI innovantes, elles pratiquent, ça fait du sens, le contact direct. Mais les entrepreneurs ne peuvent pas se démultiplier. Et donc, d'un côté, ils n'utilisent pas les structures publiques, et de l'autre côté, je pense qu'ils n'utilisent pas suffisamment les structures intermédiaires dans le privé qui permettraient aux PMI, PMI innovantes de se démultiplier. Que ce soit les salons professionnels ou des acteurs qu'on commence à voir se créer autour de ce concept, comme par exemple la société Inops, qui est en train de se développer sur exactement la relation entre les grands comptes et les PME, PMI innovantes. Dernier point, pour finir sur une note positive, les PME, PMI innovantes considèrent que l'année 2012 est une année qui verra une légère progression de leur chiffre d'affaires, dans laquelle elles continueront à recruter, et sur laquelle, aujourd'hui, à mi-année, elles n'en mettent pas en cause en prévision. Merci beaucoup. Moi, on va prendre le côté franchement positif, hein, donc on va faire que les belles histoires, celles qui marchent, hein, des bonnes relations, et c'est des PME qui ont réussi à travailler avec des grands groupes. Alors, bonjour. Un commentaire? Donc, je voudrais vous parler. Déjà? Vous voulez? Oui. Oh. D'accord. Bon. Non, juste après, présenter, vous avez expliqué comment vous sélectionnez les nominés. Le jury, sa particularité. La particularité du jury, c'est que c'est donc un jury composé de professionnels, d'investisseurs, de patrons de PME, de gens qui sont dans les grands groupes ou dans les pôles de compétitivité. Donc la particularité de notre organisation, c'est que d'abord ce jury fonctionne avec une grille de notation qui est ouverte. La grille de notation, vous la trouvez sur notre site internet, Lié Club, et donc tous les gens qui viennent, les binômes qui viennent se présenter devant nous, connaissent sur quelle base ils vont être jugés et notés. Le jury, je vais lui demander de se lever, il y en a sans doute des gens qui sont dans la salle. André, tu peux les repérer. Réal, Dominique Agrèche, Eric, Daniel et Jean-Noël. Antoine. Tout le monde n'est pas là, c'est normal. Robert Terresset. Yes. Donc, en fait, le jury était composé cette année. Merci à tout ce jury. Merci. Il y a fait un super boulot. Donc, le jury, en fait, il a vraiment fait un super boulot, c'est-à-dire qu'en fait, on consacre 30 minutes à chaque binôme. 30 minutes. Et donc, ça fait 2 après-midi de 6 heures. Donc, je les remercie vraiment d'avoir investi tout ce temps. Je dois dire qu'il y a beaucoup d'autres trophées qui nous envient la qualité et la détermination de ce jury. Il y a peu de trophées qui investissent autant dans le jury. La particularité pour moi, qui ai eu la chance d'animer ou de participer à de nombreux jurys, c'est qu'en plus vous invitez d'anciens lauréats à partir du jury. C'est plutôt, enfin, de mon point de vue, une bonne idée d'avoir un regard inside du jury. Et ça, c'est un peu un principe qu'on a établi tous les ans. Les lauréats précédentes sont invités à venir participer au jury. Et alors, les catégories. Apparemment, si j'ai bien regardé, l'historique, elles évoluent d'année en année. Alors, elles évoluent tous les ans parce qu'en fait, finalement, il faut s'adapter. Et donc, on adapte les catégories en fonction des binômes qui nous sont présentés. Donc, cette année, donc, on a fait, comme d'habitude, tous les ans, un appel à candidature. On a été très bien relayé cette année, donc je voudrais remercier le MEDEF, Croissance Plus, Systématique, Cap Digital, Microsoft, Laser, CCIP qui nous ont relayé notre appel à candidature et on a obtenu une bonne 50aine de dossiers sur lesquels malheureusement on a été obligé de faire, je vous expliquais, le jury passer beaucoup de temps à faire des interviews, donc on a nominé, on a sélectionné 14 binômes qu'on a interviewés. Les catégories cette année qu'on a trouvées, je dirais, sont une catégorie qui est industrie. Donc les grands comptes sont des grands comptes qui sont du domaine de l'industrie, parce qu'on pense qu'effectivement la relance de notre économie et de l'industrie
La relocalisation de l'industrie passe par l'innovation, donc c'est important de montrer l'innovation et l'industrie, dans l'industrie. La deuxième catégorie est une catégorie qui est PIC, comme on dit, et donc là c'est une catégorie qui est transverse en fait à toutes les industries. Et puis la dernière catégorie, c'est une catégorie de distribution. D'abord, on a en France des leaders mondiaux de la distribution. Deuxièmement, la distribution est un domaine dans lequel on n'imagine pas tellement qu'il y a beaucoup d'innovation, mais en fait il y a beaucoup d'innovation dans la distribution. Et puis, dernier point, je dirais, la distribution est quand même une industrie où il y a beaucoup d'emplois de proximité, donc c'est quand même assez important. Voilà pour les catégories. Mais on remettra 4 trophées, 3 catégories, vous saurez tout à l'heure pourquoi. Quelle est la tendance qui s'est dégagée de la promotion 2012 parmi les nominés? Alors, il y a une tendance, en fait, c'est que cette année, on a dans les partenariats un petit peu moins d'aspect technologique et beaucoup plus d'aspect d'usage et en fait d'aspect business. Donc en fait, je pense que c'est sans doute dû à la crise. Les binômes sont plus tournés business, trouver du business pour la PME et pour la grande entreprise en même temps, plutôt que de bâtir des plans de R&D sur le long terme. On est vraiment dans le court terme. C'est pas tout à fait anormal quand on est dans une période où on doit se battre pour survivre. La dernière chose que je voulais citer, c'est juste la remarque d'un des binômes de l'année dernière qui me disait que, en fait, le fait de venir pitcher, comme on dit dans notre jargon, venir se présenter devant nous, faire interviewer par notre jury, était un facteur important pour la PME d'augmentation de sa relation avec le grand compte. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont fait un effort, elles ont préparé des PowerPoint, elles ont réfléchi à la manière de présenter leur partenariat, et ça les a vraiment encore plus soudées. Et je pense que ça, c'est une des best practices qui n'est pas dans le cadre qu'on vous organise, mais je pense que les PME, en France, je crois qu'il y avait un dicton qui disait « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et je crois que c'est un dicton qu'il faut abandonner, parce qu'en fait, quand on a un succès, il faut le montrer, et le fait de le montrer ne fait que de le renforcer. Donc ça, c'est un point important, je pense. Tendance. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la remise des trophées. On va commencer par la catégorie industrie et pour remettre le prix, j'invite à venir nous rejoindre Hugues Arnaud Meyer, qui est vice-président du MEDEF, président de la commission innovation du MEDEF. Je ne sais pas si on le présente encore ici. Non, c'est un grand plaisir. Alors, je vous rappelle que, à mon sens, à part quelques exemples comme l'escargot, il n'y a pas de fécondation sans binôme. Donc, d'accord, pardon. Je répète, il n'y a pas de fécondation sans binôme. Donc, c'est-à-dire que d'où l'importance de cela. Et comme j'aime beaucoup le rugby, il n'y a pas de rugby sans des grands et des petits sur le même terrain. Donc, d'où le fait de saluer avec beaucoup d'importance les trophées de l'IE Club. C'est la deuxième fois, ça ne sera sûrement pas la dernière. Ça fait partie des axes forts du MEDEF, de lien entre les grands et les petits, en espérant que les petits deviennent grands. Voilà. L'année dernière, vous avez promis... Il y a des enveloppes, on n'est pas au Pakistan ici. Pas encore. L'année dernière, vous aviez dit que vous viendriez comme candidat, parce que vous aviez un partenariat, apparemment ça sera pour l'année prochaine. C'est légèrement reporté, lié à un certain nombre de délais administratifs, et lié en fait au principe de précaution. Juste dans une de vos interviews dans le site Nouvelle, qui est qu'on a distribué. Voilà, alors les 3 binômes. Vous voyez, vous avez des très très grands noms avec des jeunes entreprises qui sont pas encore connus qui vont l'être. Alors, c'est avec plaisir qu'on voit ces très grands noms, Electrolux, PSA, donc je citerai des Pernod par entreprise, qui ont fait des choix, et d'ailleurs vice versa, avec Danone, Erdil et Carbox. Est-ce que vous avez une petite description de chacun des projets? Je pense qu'on vous a remis, vous avez la description des projets qui ont été remis sur une brochure, c'est bien ça? Vous pouvez nous en dire un mot? Je vous en dirai. Donc, Electrolux a travaillé avec Danone pour optimiser la gestion, ce qu'on appelle le merchandising, c'est-à-dire la gestion des commerciaux, en fait, à travers toute une application mobile, puisque maintenant on fonctionne tous dans la mobilité. PSA et Erdil est un spécialiste de, comment pourrait-on dire, de l'analyse de texte, et donc dans tout ce qui concerne le suivi de la relation client, dans les centres de support téléphonique de Peugeot à travers le monde, Erdil sert à améliorer la qualité de la réponse qui est apportée. Et enfin, Renault et Carbox. Donc Carbox a mis au point un système de gestion de parcs d'automobiles partagés, en fait,
Donc on optimise en fait un parc d'automobiles qui est utilisé par un plus grand nombre d'entreprises. Et ils ont fait, donc Renault est un loueur, enfin un constructeur de voitures et aussi un loueur de flotte. Et ils ont mis en place cette coopération, principalement je crois dans la région de Grenoble, où toute la communauté urbaine va être équipée de voitures électriques. Donc il y a un double effet, je dirais. Déjà c'est électrique, donc c'est moins polluant. Et en plus les voitures sont partagées, donc il y a moins de voitures. Voilà. Et donc j'ai une enveloppe avec, je ne sais pas qui est le gagnant, donc je vous Le montre. lauréat, C'est toujours un grand moment pour une enveloppe dans le bon sens. Ici. Oui. Voilà, donc le lauréat de la catégorie industrielle, le binôme Renault et Carbox. C'était très serré par équipe. bravo à vous. Je vais vous demander. Gardez les biens visibles pour les photos et pour la vidéo. S'il vous plaît, on a bien compris qu'il fallait se mettre face à la caméra. Ah ouais, je me demandais, qui est Renault, qui est Carbox? Alors, François Guillonnet, je suis directeur général de Renault Parc Entreprise. Écoutez, on va d'abord remercier le jury présent en nombre dans cette salle pour l'efficacité de son choix. Aujourd'hui, en quelques mots, le marché des entreprises est un marché très important dans le marché français de l'automobile, puisque c'est plus d'une voiture sur 3 vendue en France qui est vendue à la clientèle d'entreprise. Renault est numéro 1 de ce marché avec 30% du marché des entreprises en France depuis un certain nombre d'années. Et le fait que nous soyons leaders nous interdit le confort des leaders et nous force à chaque fois à trouver des innovations, notamment au niveau des services, bien sûr au niveau des véhicules, mais également au niveau des services. Et c'est pour ça que nous avons fait appel à Carbox avec une collaboration de laquelle nous attendons beaucoup. Et pour vous en parler, je vais les laisser se présenter. Bonjour, donc Alexandre Crosby, je suis le cofondateur de la société Carbox avec mon ami Benoît Châtelier qui est dans la salle. Carbox, en quelques mots, c'est une société qu'on a fondée en 2008 et qui est devenue en 4 ans le leader des solutions d'autopartage en entreprise. L'autopartage, donc en gros, c'est la technologie d'autolibre que peut-être vous connaissez, mais adaptée à un segment de marché qui est la gestion de flotte en entreprise. On a souhaité concrétiser ce partenariat avec Renault avec une approche business assez forte et qui va se matérialiser par la mise en place donc, sur la région de Grenoble d'un système d'autopartage partagé par l'ensemble des entreprises de la région, donc ce qui est une première en France d'avoir un système d'autopartage aussi étendu et qui par ailleurs va permettre de gérer à la fois des déplacements en ce qu'on appelle one way, donc en aller simple, et aussi des déplacements en aller-retour sur réservation. Voilà, donc c'est un projet tout à fait innovant et on espère que ce prix est le gage de réussite de ce projet. Alors c'est quoi dans cette collaboration, qu'est-ce qui vous paraît le plus exemplaire? Qu'est-ce qui vous ravit le plus? C'est quoi la belle histoire de votre partenariat? Alors, pour reprendre un terme qui a été dit en introduction, on va être très pragmatique. Je pense que le principal ciment du succès, c'est justement d'avoir un projet concret à mettre en place. On a déjà discuté avec des grands groupes de Renault, et quand vous n'avez pas un projet vraiment concret sur lequel travailler, c'est beaucoup de discussions théoriques et ça avance pas forcément, ça débouche pas forcément sur quelque chose. Là, on a un projet concret, on a du business pour les deux parties, et c'est facilitateur dans la manière d'échanger et de travailler ensemble. Et alors, côté Renault, qu'est-ce qui vous a décidé à travailler avec une start-up innovante, donc pas forcément très Oui, je voudrais amener un petit peu de différence par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure, qui présentait les grandes entreprises comme forcément un petit peu moins agiles, et bien sûr les start-up comme les chantres de la mobilité et du dynamisme. Je pense que beaucoup plus simplement que ça, une grande entreprise, c'est avant tout aussi une collection de petites entités et de petites entreprises qui elles aussi peuvent faire preuve de dynamisme. Et je crois qu'une vraie relation, comme on l'a fait avec Carbox, c'est aussi, et on peut en parler sans que ce soit un gros mot en 2012, c'est aussi une rencontre entre des hommes qui partagent un projet, qui partagent une vision. Et je crois que cet élément humain a été complètement stratégique et fondateur dans notre relation, et le sera, j'espère, dans notre réussite. Bravo encore.
On va essayer là, on va essayer là. Gardez la foi. Pour remettre le prix TIC, Technologie de l'information et de la communication, j'appelle Laure Pinard, directrice générale Oseo, responsable d'Oseo Innovation. Je ne sais pas si on vous présente encore. Merci Maïs. Avant de présenter les nominés, est-ce que je peux vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure lors de la table ronde? Qu'est-ce qu'Oseo fait pour l'innovation de service? Alors, c'est vrai que je n'ai pas réagi parce que je savais que vous me poseriez la question. Je me réservais ma réponse. Mais j'étais un petit peu mal à l'aise devant la réponse de ces chefs d'entreprise parce que la grande difficulté de l'innovation non technologique, d'innovation de service, plutôt d'innovation de service, eh bien, c'est qu'on a du mal à la qualifier. On a du mal à la qualifier, on a du mal à la mettre dans des boîtes, comme je le disais tout à l'heure. Alors, d'un côté, on dit qu'il faut des choses simples, mais quand on veut faire des choses simples, on fait des boîtes, et quand on fait des boîtes, on n'arrive pas à trouver la bonne boîte pour un projet. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que ce que nous essayons de pousser chez Oseo, et que j'espère trouvera sa pleine plénitude, réalisation dans le cadre de la Banque publique d'investissement, c'est l'accompagnement des entreprises. Il ne s'agit pas de leur proposer un produit, il s'agit de leur proposer une solution à leurs problèmes. Et dans le cadre de l'innovation de services, je pense que c'est particulièrement adapté. Alors, néanmoins quand même, 10% des aides à l'innovation proviennent à l'innovation du service, dans les services. 10%, c'est quand même pas négligeable. Évidemment, ce sont des innovations qui reposent soit sur des technologies de l'information et de la communication, parce que vous savez qu'on est contraint par des règles bruxelloises, et qui fait qu'on ne peut pas prêter n'importe qui à n'importe quoi, plutôt. Et donc, quelque part, on est obligé d'arriver à bien qualifier les choses. Alors, quand c'est l'éthique, dans les technologies de l'information et de la communication, c'est facile. Et puis, la deuxième chose qui est plus intéressante, je trouve, c'est que de plus en plus, on essaye de se reposer sur, je dirais, des valeurs de productivité, sur des questions de nouveaux marchés, de nouveaux modes de diffusion, et qui reposent sur des... Alors, on rattrache ça un peu de la R&D, sur des équipes, en particulier, qui travaillent sur des ressources humaines. Et là, il y a un gros travail de relation avec des laboratoires de sciences humaines. Et alors, ma collaboratrice, Anne Darny, je vais en parler à 15h30, je fais un peu de pub, dans une table ronde qui aura lieu dans quelques temps. Voilà. Merci beaucoup, Laure, pour ces précisions. Est-ce que vous permettez de faire une petite suggestion? Tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure du mentorat pour les entreprises. Les mentors qui aident les jeunes à démarrer. Je me trompe peut-être, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des mentors qui aident Oseo à financer les entreprises? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Oseo est un établissement, et ce serait bien peut-être qu'il y ait des mentors, des gens qui viennent porter leurs idées pour faire évoluer un petit peu les choses. Je suis peut-être un petit peu... Non, moi je suis assez ouverte éventuellement à ça. Maintenant, il faut voir comment ça peut se mettre en place en région. Il faut savoir qu'Oseo s'est réparti sur l'ensemble du territoire français. Il y a donc 1000 personnes sur le territoire français. Et j'ose espérer qu'au sein des territoires, il y a des relations étroites avec des chefs d'entreprise, avec des bonnes pratiques, etc. Mais on peut toujours s'améliorer, bien sûr. Donc, les bonnes idées sont toujours acceptées avec plaisir. Robert, je vais vous demander de reprendre le micro parce que c'est quand même vous qui connaissez mieux les nominés. Ah oui, si vous pouvez vous présenter les 7 nominés. Il y a 7 nominés. Donc SFR et SAS Vedo ont mis en place une solution originale de SFR pour optimiser les coûts télécoms en fait, des entreprises. On dit toujours que les opérateurs télécoms sont brigand, donc là ils ont mis en avant une solution pour essayer d'optimiser, de réduire les factures de leurs clients. Orange et HomeWave, là c'est plus technologique, en fait c'est des, comment on appelle ça, des appliances, je ne sais plus comment dire en français, bon, des équipements qui sont vendus sur étagère et qui permettent de télécommander des prises électriques à distance
à travers un système SMS sans abonnement. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc que vous achetez, vous l'installez chez vous, vous n'avez pas d'abonnement, vous n'avez pas à payer tous les ans, tous les mois, toutes les secondes, ce qui est rare chez les opérateurs, n'est-ce pas? Et c'est une fois pour toutes, ça coûte 79,99 euros. Ensuite, le groupe La Poste avec Green, donc là c'est une application qui permet de mesurer l'empreinte carbone, je pense, des équipements informatiques. Vous savez qu'on dit qu'aux États-Unis, j'ai lu un chiffre qui disait que la consommation pour l'informatique était supérieure à celle des avions. Bon, il y a beaucoup de chiffres. Affinion et Maglin, c'est une application dans la mobilité aussi pour, je crois que c'est pour une question de sécurité. Sécuriser. Voilà, merci. Excusez-moi, Generative Object Espire, c'est une nouvelle façon de développer des applications et de rapprocher les utilisateurs du développement, et donc d'aller beaucoup plus vite et beaucoup mieux et avec une meilleure qualité. Bouygues Télécom et Recommerce, c'est tout un service pour commercialiser, enfin disons de terminaux mobiles d'occasion, donc qui permet aux clients de Bouygues Télécom de revendre leurs anciens mobiles quand ils ont encore une valeur, à certains clients d'acheter des mobiles d'occasion, et pour les mobiles qui ne valent plus rien, de les recycler dans de bonnes conditions, sans empreinte. Enfin, La Poste, à nouveau, avec Alinto, donc c'est toute la mise en mobilité. Donc La Poste, avec La Poste.net, est un des plus gros opérateurs de boîtes email en France. Et donc Alinto les a aidés, les a suivis, accompagnés pour passer en mobilité, pour une solution de mobilité. Alors je voudrais juste ajouter que parmi ces 7 entreprises, il y en a 5 qui ont reçu des aides de l'État. Bravo. Bravo aux entreprises innovantes, parce qu'elles sont à la recherche. Alors, non, je vais Alors, le lauréat est... Alors, j'ai le plaisir d'annoncer le lauréat de la catégorie TIC, donc le binôme Bouygues Télécom et Recommerce. Merci à l'importance de Bouygues Télécom et Pierre-Antoine. Avant, je vais vous laisser. On commence par vous, Hortense, pour Bouygues Télécom. Alors, peut-être on ne présente pas le groupe, mais un peu le besoin et le partenariat. Alors, en fait, l'objectif de ce partenariat, Bouygues Télécom avait déjà mis en place une offre de reprise avec Recommerce tout au début de sa création, de reprise de mobiles d'occasion. Là, ce que l'on souhaitait, c'est être les premiers sur le marché, les premiers opérateurs, à sortir une offre de rachat de mobiles d'occasion, de permettre à nos clients ou d'autres clients de pouvoir acheter des mobiles d'occasion via notre site internet. Et donc on s'est appuyé sur e-commerce avec lequel on avait déjà entamé un partenariat et une relation de confiance pour développer cette offre. Alors on s'est appuyé sur l'agilité, la créativité, l'expertise de e-commerce sur ce secteur d'activité pour pouvoir sortir une offre très très rapidement, puisque on a dû mettre 3 mois entre le moment où on a décidé d'y aller et le fait qu'on ait eu un site et toute une logistique opérationnelle pour sortir cette offre. Vous nous présentez e-commerce et puis côté exemplaire de ma... Oui, très rapidement. Déjà, merci beaucoup. On est à la fois surpris et très contents. Donc, merci bien. Nous, aujourd'hui, Recommerce Solutions, c'est une société spécialisée dans le rachat et la revente de produits d'occasion et principalement de téléphones portables.
Donc nous, notre aventure a commencé il n'y a que 3 ans, la société est encore assez jeune, mais c'est vraiment ce partenariat avec Bouygues Telecom qui nous a fait franchir un cap. Et puis surtout, c'est une belle histoire finalement, puisque pour Bouygues Telecom, ça permet à Bouygues Telecom d'innover, de répondre aussi à une problématique marché importante et surtout d'innover dans un marché des télécoms en ce moment qui est en plein bouleversement. Et puis pour nous, ça nous a permis de nous mettre le pied à l'étrier et de faire de nous, en quelques années, le leader français de ce domaine-là, alors que c'était un domaine aussi très compétitif avec des concurrents initialement qui étaient beaucoup plus gros que nous. Et puis après, ce qui est bien au-delà de cette synergie, c'est que finalement celui qui gagne aujourd'hui, c'est le client final de Bouygues Telecom, c'est les gens aujourd'hui qui nous revendent, qui revendent à Bouygues Telecom leur téléphone portable et donc c'est un gain de pouvoir d'achat qui est important. Et en plus, aujourd'hui, depuis récemment, c'est ce dont parlait Hortense, qu'on revend des produits d'occasion. Et là aussi, ça permet de répondre à une problématique où les téléphones sont de moins en moins subventionnés. Et dans un contexte de crise et de crise de pouvoir d'achat, c'est là aussi une réponse à ce contexte-là. Et puis autre chose sur laquelle on tient beaucoup et qui est une spécificité forte de notre entreprise, c'est que toute la partie industrielle est sous-traitée à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et donc aujourd'hui, c'est entre 30 et 40 emplois qui sont créés, et des emplois pour des personnes qui en ont besoin et qui ont des spécificités, soit qui sont handicapées, soit qui ont un accès plus compliqué à l'emploi. Et donc voilà, c'est pour... voilà. C'est quoi la belle histoire de la collaboration? D'après vous, qu'est-ce qui a séduit Bouygues ou qu'est-ce qui est frappant par rapport à votre collaboration avec Bouygues, avec peut-être d'autres prospects et qui ne sont pas concrétisés? Je pense que ce qui est frappant, c'est que Bouygues a été le premier partenaire vraiment d'ampleur à nous faire confiance. Là où on était une société qui avait moins d'un an d'âge, qui effectivement avait des technologies pour elle, avait de la motivation et puis une bonne vision du marché, je pense. Mais je pense que le principal challenge qu'a effectué Bouygues, c'était effectivement il y a 3 ans quand ils ont commencé à nous faire confiance. Et c'était pas du tout gagné. Je pense qu'à l'époque, Bouygues prenait quand même un risque qui était important. Et voilà, et puis depuis, en fait, nous avons grossi aujourd'hui, puisque en tout, c'est à peu près une 60aine de personnes. Donc je pense que c'est plus facile de nous faire confiance d'un point de vue purement achat. Mais on a construit depuis pas mal de choses. Mais je pense que ce qui était important, c'était cette étincelle initiale où Bouygues Telecom a su nous faire confiance, là où je pense pas grand monde nous aurait fait confiance, compte tenu de la structure et de la taille de notre structure. Si je me souviens bien, les lauréats passés, en tout cas les nominés des années passées, je pense que Bouygues est assez souvent les nominés avec des entreprises innovantes. C'est pas le seul opérateur. Avec souvent nominé. Je ne vais pas fâcher avec le mot. Mais je crois que vous êtes souvent vus dans les nominés et parfois dans les lauréats. Si je me souviens bien, est-ce que vous pouvez nous redire quel est le titre de votre fonction? Parce que je pense que ça s'intéresse. Alors, je suis au sein de la direction achat. Il y a Marc Sauvage, notre directeur achat, qui est présent. Donc, voilà, je vais montrer aussi que la direction achat peut aussi aller chercher des sociétés innovantes et parfois défendre des sociétés innovantes. Alors moi-même, je suis responsable des partenariats stratégiques et sujets innovants au sein de la direction achat. Bravo. On va se passer au... On a déjà eu, je crois. Je peux la refaire. Le 3e prix, on vous l'avez annoncé, c'est un prix distribution, pour les grands groupes de la distribution. Pour le remettre, j'appelle Marie-Christine Aubry, qui est présidente du MEDEF Île-de-France. Alors un petit mot avant de présenter les nominés. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le MEDEF Île-de-France fait particulièrement pour les PME innovantes? Est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce que vous avez une aide? Est-ce que vous avez une attention toute particulière pour elle? Alors aujourd'hui, une aide, non. Par contre, il est clair qu'au niveau du MEDEF, on croit beaucoup à l'innovation. On a entendu au cours des tables rondes, au cours des différents événements, parler des entreprises françaises dans le domaine de l'innovation, que ce sont celles qui s'en sortent. Donc nous, on y croit beaucoup, moi particulièrement parce que je suis aussi dans ce domaine. Alors je ne fais pas aujourd'hui partie de la commission du Garneau Meyer,
mais ce ne saurait tarder. Ça sera fait lundi soir, absolument, parce que c'est un sujet qui me passionne. Et nous allons mettre en place, au niveau du MEDEF Île-de-France, une commission, justement, innovation, afin d'aider les PME de la région Île-de-France, donc avec l'aide de nos territoires. Donc c'est un engagement que je prends. Merci beaucoup pour la présentation des 4 nominés pour le prix distribution. Donc, le groupe Casino, avec la société Syncambo, ils ont mis en place une solution originale basée sur une technologie NFC qui permet, en fait, avec un mobile, un téléphone un petit peu intelligent, un smartphone, qui permet à partir d'un smartphone d'avoir un certain nombre d'informations sur les produits. Donc il suffit de passer le smartphone devant le produit et on a un certain nombre d'informations. Et puis il y a une certaine intelligence. Par exemple, si vous avez des choses que vous ne pouvez pas manger ou si vous êtes diabétique, etc., il va tout de suite vous prévenir des dangers que peut présenter cet achat. Ensuite, la société Corio avec ePressPack. Donc Corio, c'est une société, je crois, d'origine néerlandaise, qui a un certain nombre de centres de malls, comme on dit en américain, de centres commerciaux, voilà, centres commerciaux. Et donc, ePressPack a mis au point tout un système de suivi de la relation presse pour automatiser pour Corio. La Banque Postale avec KissBankBank. Donc, KissBankBank, c'est le crowdfunding. Donc, la Banque Postale, c'est une très grande banque et qui a la volonté d'avoir une notoriété et puis une image rajeunie, si on peut employer cette expression. Donc, KissBankBank, c'est le crowdfunding, c'est-à-dire des sites où on peut mettre des projets et trouver des gens qui vont vous prêter de l'argent. Voilà. Et donc, la Banque Postale aide cette initiative en privant un certain nombre des projets et en doublant, en abonnant une somme d'argent pour les projets qui sont sur KissBankBank. Enfin, Téléshopping et Cloud Netcare. Donc, Téléshopping, bon, c'est TF1, vous connaissez tous, c'est peut-être le premier site, enfin, pas c'est pas un site, mais un grand vendeur à travers les émissions de télévision et les sites web. Et donc, Cloud Netware est une solution innovante pour mesurer le débit, enfin mesurer les temps de réponse finalement sur les sites web. Et comme Téléshopping est un des sites web les plus utilisés en France, avec les plus grands volumes, c'est un très bon exemple et une très bonne référence. Voilà. Et donc, je vais remettre l'enveloppe. Je vous dis toujours moi les enveloppes. Il n'y a pas de billets, hein, pour Non, c'est dommage. Non, dans l'intégrité, dans la normalité. Merci, Aujourd'hui. Donc, le lauréat de la catégorie distribution, c'est le binôme, ce que je vais dire, Groupe Casino et Syncambo. Olivier Nadeau. Et pour Syncambo. C'est une petite start-up qui monte. Écoutez, je suis très contente de recevoir ce prix. Je le reçois dans mon équipe et dans la salle. Les autres membres sont en train de faire tourner la boutique pendant que je vous parle. Très heureuse parce que je dirige une direction d'innovation dans un grand groupe. Et cette direction, elle fonctionne comme une PME innovante qui explore, qui crée et qui met en marché. Donc je ne me sens pas très éloignée dans mes enjeux, mes problématiques et mes défis à relever, pas très éloignée de l'équipe de Syncambo, de Tim et de Vincent, et contente aussi donc de partager avec eux ce prix. C'est une relation de co-création, j'insiste sur ce terme-là. On n'est pas un grand groupe qui achète une prestation innovante, on est un grand groupe qui travaille avec des petites entreprises pour co-créer, et on s'apporte, je crois, mutuellement un certain nombre de choses. Nous, on a utilisé de la techno et de l'expertise technique pour créer du service.
et on espère créer un usage, et on espère qu'il va révolutionner la manière de faire ses courses. On a entamé il y a quelques mois, on a fait un proto, un deuxième proto, un troisième proto, qu'on teste très prochainement avec nos clients, donc il va se passer plein de choses dans les semaines qui viennent. On est très contents. Nous aussi, nous sommes ravis. Donc, j'ai remarqué que tous les startups en petite langue qui sont plutôt anglophones, vous allez remarquer que j'ai l'accent aussi. Je ne suis pas d'ici, je suis de Marseille. Donc, c'est une petite startup marseillaise qui a été créée il y a 2 ans et demi. Et nous avons travaillé avec Casino d'abord sur un petit projet pour aider les malvoyants. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. À travers la technologie d'NFC, qui est une technologie qui permet de mettre un téléphone proche de quelque chose et il réagit. Vous avez peut-être entendu parler de cette technologie en tant que paiement, mais il fait beaucoup plus que ça. Et ce que nous avons trouvé chez Casino, c'est des gens qui ont compris que NFC pouvait faire autre chose. On s'est rencontrés autour de ce projet pour les malvoyants. À partir de ça, nous avons appris le métier de Casino un peu. Eux, ils nous ont, je pense, appris l'étendue de la technologie et l'intérêt pour le marché à long terme, je pense. Et à partir de ça, ça fait boule de neige. C'est pas toujours froid, parfois c'est un peu chaud, mais on va parler de projet en projet. Et c'est un partenariat très heureux, je pense. Et tous les bénéfices qu'on a trouvés de la présentation avant, on l'a trouvé dans ce projet. C'était exactement ça. Bon, encore. Félicitations. Et alors, je vous avais annoncé 4 trophées. Privilège des jurys, c'est le coup de cœur. Alors, pour remettre le coup de cœur du jury de 2012, de ce trophée de présentation du club, j'appelle Antoine Flécherin de Probotis. Merci à lui. Vous pouvez rapidement juste, peut-être, vous préparez en 2 mots, mais je n'avais pas préparé de questions et je ne vous ai pas prévenu. Probotis. Probotis, pardon. Robert écrit très mal. Probotis, c'est un petit cabinet d'audit et de conseil qui a la particularité, je dirais, d'aider les porteurs de projets à trouver des financements, les leveurs de fonds, entre autres. Le coup de cœur, le prix coup de cœur, je dirais, ça a été fait à l'unanimité autour des membres du jury pour la qualité de la présentation, la qualité du pitch qui a été effectué, mais aussi pour, je dirais, le concept qui permet, je dirais, de faire avancer l'écosystème du financement. Attendez, vous n'avez pas dit qui c'était. Mais j'ai pas encore dit qui c'était, mais moi je le sais. Les 5 ans encore, moi je le sais. Vous avez peut-être quelques petites questions à me poser. Voilà, vous en avez trop dit, vous êtes obligé de dévoiler qui est. Je n'avais pas besoin de vous dire. C'est pas juste. Alors, le coup de cœur du jury. C'est bon, c'est bien ce que c'est. La Banque Postale et KissKissBankBank. Pour la photo, pour les trophées. Et bon, ça va nécessiter un petit peu d'explication parce que KissKissBankBank, moi j'ai déjà eu la chance de soutenir un projet, mais c'est quand même, ça mérite un petit peu d'expliquer ce que c'est. Puis le partenariat avec la Banque Postale, si j'ai bien compris, vous êtes très moteur. Hein. Dans quel ordre vous voulez faire? D'abord le partenariat ou d'abord... Alors, on va déjà expliquer ce que c'est KissKissBankBank peut-être. KissKissBankBank, c'est pas moi. Bonjour, merci évidemment. Merci, je m'appelle Vincent Ricordo, merci pour ce prix qui nous fait extrêmement plaisir. On a toujours refusé la porte ici comme étudiant, donc je suis très content de pouvoir y revenir pour moi-même. C'est quand même sympa. Non, c'est jamais perdu, donc tout est possible. Donc KissKissBankBank, c'est un site de financement participatif, donc c'est un site où les créateurs, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'innovation, peuvent venir déposer leurs projets et être financés par le grand public. C'est une toute petite start-up qui existe depuis très peu de temps, puisqu'on vient de fêter notre 2e anniversaire. On est en pleine croissance, en pleine explosion. On a fait 400% de croissance cette année par rapport à la première année. C'est un phénomène qui grossit très vite. C'est pas seulement un phénomène français, mais un phénomène mondial.
On était un petit peu vus comme des utopistes il y a encore quelques temps. Lorsqu'on s'est lancé lorsqu'on a commencé à faire le projet qu'on a présenté en 2009, il y avait 3 ou 4 plateformes dans le monde de crowdfunding. Aujourd'hui, il y en a plus de 300. Le chiffre d'affaires généré en tout cas le chiffre collecté sur toutes ces plateformes dans le monde a dépassé $1,5 milliard de dollars cette année. Ce qui fait que donc d'une soi-disant utopie il y a quelques années, on est véritablement sur une lame de fond et sur une révolution dans la manière qu'ont les gens d'échanger des bons procédés entre eux, jusqu'à échanger de l'argent entre eux pour réaliser leurs projets. Et on est évidemment très fiers, au-delà de ce qu'ils ont manque, de représenter via le financement participatif et le crowdfunding qui est encore une fois en plein développement. On se situe également dans une économie qui est nouvelle, qui est souvent mal appréhendée. Là aussi, on est très content de pouvoir la représenter. L'économie est souvent, très schématiquement, mais divisée en deux, avec la vraie économie de marché d'un côté, dont l'objectif principal est le profit, et puis de l'autre côté, l'économie non-profit, ou l'économie, on va dire, sociale et solidaire, qui lui a comme objectif la recherche de l'impact social, principalement, et bien l'économie du partage, dont on fait partie, nous, avec plein d'autres exemples, comme le covoiturage, ou tous ces mécanismes qui mettent en relation les gens directement les uns aux autres, s'appelle l'économie du partage, et elle aussi en plein développement, et un petit peu dans le monde est en train de révolutionner à la fois la façon dont on appréhende les relations entre les uns et les autres, mais qui également pousse, je pense, toute la société à revoir les choses et créer un paradigme un petit peu neuf dans lequel l'impact social devient aussi important que l'impact financier à la recherche de profit. Pas plus, pas moins, mais en tout cas avec une volonté de partager les objectifs en deux. Voilà, vous avez compris, c'est très très militant, hein, mais on ne va pas l'arrêter. Voilà, la Banque Postale a décidé de s'associer, c'est militant quand même. Oui. Donc bonjour, André Sica, je suis chef du projet à la direction marketing de la Banque Postale. Donc on est partenaire de KissKissBankBank depuis déjà plus d'1 an. On avait en gros 2 besoins à la Banque Postale. Le premier, c'était de pouvoir s'adresser aux jeunes d'une manière plus moderne, plus sympa, pour améliorer notre image. On en a grandement besoin. Donc ça, c'était un premier besoin. Et un deuxième, c'était prouver notre différence. C'est-à-dire montrer qu'on était une banque pas comme les autres, et donc on pouvait être présent dans des terrains qu'on ne nous entendait pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on est partenaire de KissKissBankBank. Donc dans ce partenariat, on fait grosso modo 2 choses. Tous les mois, on finance la moitié d'un coup de cœur. C'est pour ça que ce prix, je pense que c'est un très bon nom pour ce qu'on fait, parce que c'est exactement, on fait des coups de cœur à la Banque Postale. Tous les mois, on sélectionne des projets, et ils auront la moitié de leurs projets financés dans la plateforme de KissKissBankBank. L'autre moitié, c'est nous qui les finançons. Et aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'événementiel. C'est-à-dire qu'on travaille avec des diffuseurs, on travaille avec d'autres partenaires pour toujours promouvoir les projets et pour toujours améliorer la vie et la réussite des projets. Et tout cela sans objectif commercial. L'idée, c'est pas de vendre des produits. L'idée, c'est derrière, c'est de pouvoir améliorer notre image et renforcer notre positionnement. Voilà. Quand une grande entreprise utilise l'innovation pour son image, c'est quand même un bel exemple. On les applaudit encore. C'est bon. Merci. On va vous libérer. Un ou 2 mots de conclusion. Bernard Henry. Bien sûr. Juste avant de passer la parole à Philippe, je vais faire une conclusion pour ouvrir un peu et surtout cette dimension grand compte et entreprise innovantes qui pratique depuis longtemps et également dans son groupe. Je veux juste te dire un petit mot au titre de l'IE Club pour remercier tous les participants, tous d'entre vous qui ont pu se libérer, nos binômes, et puis féliciter nos lauréats bien sûr. Moi j'ai découvert des lauréats avec plaisir aujourd'hui. Un tout petit mot pour vous expliquer que le club c'est ça, l'IE Club c'est de vraiment mettre en évidence tous ces binômes qui fonctionnent bien, les accompagner, les mentorer. On fait beaucoup d'événements toute l'année, donc si vous n'avez pas encore rejoint, parce que tous ne sont pas membres de l'IE Club autour de la table, c'est maintenant qu'il faut venir, de l'Assemblée Générale tout à l'heure qui peut vous accueillir. Nous avons beaucoup d'événements, et le prochain événement qui sera important pour nous, qui se passera au siège de la Poste, on attend 300-400 startups, c'est le financement d'une entreprise innovante dans ses phases de démarrage, mais dans ses phases aussi de croissance. Et non seulement avec le système de financement classique, mais également alternatif.
On a commencé à en dévoiler quelques-uns ici, donc on va faire un peu le point sur tous les modes de financement possibles. Donc vous êtes bienvenus le 25 septembre au soir, au siège de la Poste, et nous accueillerons avec plaisir. Voilà, j'ai le plaisir maintenant de laisser la parole à Philippe. Président de Laser, entre autres. Merci qui a accepté de faire une conclusion, comme vous le faites toujours avec pertinence. Voilà, je passe avec pertinence et simplement avec plaisir, parce que j'ai l'impression vraiment que quand on écoute la remise de ce trophée IE Club, on parle de ce que j'appellerais l'économie réelle. C'est-à-dire, tout le monde dit vive l'économie réelle, en opposition à des économies strictement financières, virtuelles, etc. Mais on le dit quelquefois de façon idéologique. C'est-à-dire que là, on parle de l'économie réelle, c'est-à-dire celle qui existe vraiment. C'est-à-dire qui est composée à la fois de grandes entreprises et de plus petites, qui fonctionnent ensemble. Moi, je trouve déjà, quand on regarde le panorama de ce qui a été présenté aujourd'hui, quand on regarde les 14 nominés, c'est tous des trucs hyper intéressants et qu'on sent complètement dans les enjeux d'aujourd'hui, entre des grandes entreprises, des petites entreprises innovantes dans le domaine de IT. Voilà, on voit très bien qu'il se passe, que c'est là-dessus que je joue largement des enjeux de croissance, de renouvellement de l'économie, et c'est hyper important. Par ailleurs, quand on regarde l'historique de l'IE Club, moi je sais que cet historique a transcendé des tas de notions à la loi, du type distinction trop forte entre public et privé. Au départ, les remises de prix de ce type-là, ça se passait toujours, parce que c'était parti comme ça, d'une optique un petit peu citoyenne, avec des entreprises, des grandes entreprises publiques qui s'étaient ouvertes à des partenariats avec des petites entreprises innovantes. Donc, une année, on était, il y a toujours le soutien fort de la Poste, mais voilà, c'était la Poste, une année SNCF, une année RATP, France Télécom, Orange, etc. Et puis, peu à peu, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un comportement citoyen uniquement, il s'agissait d'une nécessité, et que toutes les entreprises devaient bien sûr s'engager dans de tels partenariats, et on a eu l'idée de faire un premier événement BDF, et puis voilà, le partenariat s'est noué. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose qui phare son chemin, de façon qui trace sa route de façon très, très convaincante. Et je pense que ça trace tellement sa route que ça peut être très éclairant sur un sujet d'avenir, qui est qu'à l'heure actuelle, où on veut bien saisir l'économie réelle, où on essaye de bien appréhender qu'est-ce qui va se passer entre les grands acteurs, des plus petits, des structures d'innovation, il y a un mot qui revient en boucle, qui est un mot assez sympathique, mais pas 100% juste, qui est le mot de filière. On adore ce mot de filière. Moi, je le trouve hyper sympa. Il se trouve que quand j'étais au ministère de l'Industrie autrefois, j'ai participé à une aventure qui s'appelait la filière électronique, qui n'a pas été une aventure 100% réussie. Donc ça m'a amené à regarder ça avec attention. Quand on parle de filière, généralement, on parle de quelque chose qui a 4 caractéristiques. On parle de quelque chose qui est dominé par les frontières d'un secteur donné. On parle de rapports relativement linéaires. Dans cette salle, hier, j'entendais quelqu'un qui parlait des donneurs d'ordre, des sous-traitants de rang 1, des sous-traitants de rang 2, des sous-traitants de rang 3. Donc on a l'impression d'une linéarité absolument formidable le long d'une filière. Quelque chose d'assez stable. Les grands sont des grands, ils resteront des grands. Les petits sont des petits, ils resteront des petits. Les moyens sont des moyens. Il n'y a personne qui se déplace trop. Et puis on parle avant tout d'une logique de relation entre les uns et les autres, qui est une logique d'achat. Les sous-traitants de rang 3 sont achetés par les sous-traitants de rang 2, etc., jusqu'aux premiers sous-traitants qui sont souvent achetés par l'État. C'est ça qui explique que l'État aime bien les politiques de filière, c'est qu'il y a à travers le rôle de l'État acheteur une façon de coordonner ces politiques qui est toujours assez convaincante. Or là, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas du tout ça. On est dans quelque chose de très très différent, et très souvent, il y a des cas dans lesquels il y a des vraies filières. Et c'est très souvent des points forts en France. Mais on ne peut pas les généraliser complètement. Secteur. On sait bien qu'on n'est pas vraiment dans une économie dans laquelle tout est dominé par des secteurs. Bien sûr, ça fait plaisir aux analystes financiers qu'on puisse après appliquer des instruments de valorisation qui soient homogènes sur un plan sectoriel. Mais on sait qu'aujourd'hui, la plus grande capitalisation boursière de l'histoire, Apple, va rattacher là à un secteur donné. C'est tout assez difficile, hein, informatique, télécom, musique, information, etc. Très compliqué. Il y a une prime d'incomparabilité quand on échappe
ou catégories d'un secteur. Linéarité. Linéarité, ça ne va pas de soi. On est dans des rapports qui ne sont pas du tout linéaires, avec des courts-circuits, etc., voire même, quelquefois, avec ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire avec des choses qui reprennent, au contraire, qui tournent comme ça. Là, on avait un exemple. Bouygues Télécom, Recommerce Solutions, c'est peut-être pas exactement de l'économie circulaire, mais tout de même, ça y ressemble. Hein. C'est déjà quelque chose dans lequel on va recycler, revendre d'occasion, éventuellement, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas assez le contenu de ces activités, réhabiliter, recycler, recycler, voilà, ça c'est des concepts d'aujourd'hui, c'est extrêmement important. Stabilité, est-ce qu'on est dans des environnements stables? Pas du tout. Ce qu'on a vu comme exemple, c'est énormément d'exemples qui sont liés à la recherche de solutions d'innovation, et d'innovations qui ne sont pas des innovations incrémentales, mais des innovations assez fortes, de rupture, des innovations de métier. On a tout à l'heure donné un prix à Carbox et Renault. Donc voilà, deux acteurs de taille différente qui se mettent dans des rapports ensemble pour attaquer un marché de façon différente de ce qui se faisait avant. Rapport d'achat. Dans le prix de tout à l'heure, on a entendu Cadino et Think & Go dire qu'on n'a pas des rapports d'acheteurs et sous-traitants. On est dans de la co-conception. C'est quelque chose de complètement différent comme type de relation. Donc on n'est pas dans des logiques qui sont dominées par la pure logique de l'acheteur, mais dans des logiques de co-conception. C'est tout à fait différent. Et puis, j'aimais bien qu'il y ait le prix du coup de cœur, parce que le prix du coup de cœur, il a amené aussi à voir que l'économie, ce qu'on appelait traditionnellement l'économie, est appelée pour s'enrichir et se développer, à trouver d'autres modes de relation avec la société, avec des acteurs qui sont un petit peu différents. L'exemple de Banque Postale et de KissKissBankBank, c'est tout de même un exemple très parlant, donc c'est très bien qu'il ait été choisi aussi, des nouveaux rapports qui doivent exister entre l'économie estampillée économie, c'est-à-dire celle qui est faite avant tout en pensant résultats, performances opérationnelles et financières de l'entreprise, et ce qui est également performance sociale, réalisation d'un certain nombre d'objectifs autres dans la société, et toute la dynamique et toute la puissance de la révolution Internet, elle provient très souvent du type de relation entre deux acteurs différents. On est de plus en plus dans un monde qui a deux jambes, et on le voyait illustré de cette manière-là. Donc je trouve que, vous voyez, sans en faire une théorie absolue, il ne faut pas se laisser enfermer dans des notions toutes faites. La notion de filière est peut-être une notion un peu trop toute faite si on voulait trop la généraliser, mais partir de l'observation de la réalité de ce qui se passe pour en tirer non seulement des occasions de prix et de célébration, mais des concepts si on veut éclairer utilement l'avenir de notre pays. Merci beaucoup. C'est absolument impossible de rajouter un mot derrière une telle conclusion. Je vous remercie à tous, et moi je tiens particulièrement à féliciter le travail de l'Observatoire en tant que journaliste, et ce travail-là d'observation des bonnes pratiques entre grandes entreprises et PME innovantes est indispensable, et il faudrait qu'il y en ait plus. Grandes entreprises, et faites confiance aux entreprises innovantes, elles peuvent vous aider, elles ne sont pas pérennes. On a vu que l'Observatoire, l'analyse, ça ne bougeait pas beaucoup, vous avez toujours aussi peu confiance en elles, mais continuez à travailler avec elles, et surtout, elle a dit que pas que des achats, si, il faut leur acheter leur innovation. Achetez-leur leur innovation. Le premier client, c'est le principal. C'est celui qui va amener tous les autres. Alors faites-leur confiance. Voilà. Merci à vous. Merci.